Bonjour à toutes et tous. Je suis Alexandra Grzybowska, coordonnatrice de la Bibliothèque des Amériques au Centre de la francophonie des Amériques. Au nom du Centre, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans la 5e conversation littéraire avec Emily Prophète, animée par Rodney Saint-Éloi. Noir Amérique est une série organisée par le Centre de la francophonie des Amériques et Alliance française de Chicago. Ici et maintenant, je tiens à remercier très chaleureusement tous les partenaires qui ont accepté de soutenir cette belle série. Je remercie donc Délégation générale du Québec à Chicago, Consulat général du Canada à Chicago, Service culturel de l'ambassade de France aux États-Unis, American Association of Teachers of French, ainsi que la Fédération des Alliances françaises aux États-Unis. J'ajoute évidemment les éditions Mémoire d'Encrier. Je vous vois déjà très nombreux qui vous êtes déjà connectés, donc quelques consignes techniques pour le déroulement de cette conversation littéraire. La conversation littéraire sera de durer 35 minutes et sera suivie de périodes de questions de 15 minutes. Je vous invite tous et toutes à échanger, à écrire dans la boîte d'échange en bas de votre écran pour commenter, pour poser des questions à Madame Prophète. Moi, je vais le prendre et ensuite, après la conversation principale, je pourrai le poser à Madame Prophète. Sans plus tarder, j'invite Monsieur Michel Robitaille, le président du conseil d'administration au Centre de la francophonie des Amériques, à prendre la parole. Monsieur Robitaille, c'est à vous. Merci beaucoup, Alexandra. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette 7e rencontre conversation littéraire avec comme invitée la romancière haïtienne Émilie Prophète. Aujourd'hui, c'est malheureusement la dernière rencontre littéraire. Je suis persuadé que nous sommes plusieurs qui aurions aimé continuer encore pendant plusieurs semaines ces rencontres qui furent animées de façon admirable par Rodney Saint-Éloi, qui était le complice essentiel au succès de cette série. Je parle d'un succès car il y a plus de 4500 personnes qui se sont inscrites à ces rencontres hebdomadaires du mois de février. Et les commentaires n'ont été que des commentaires positifs. Ça témoigne bien de l'importance d'organiser de telles rencontres et aussi, ça nous donne le signal que nous répondons à un besoin. J'ai assisté à chacune de ces rencontres et puis j'ai été séduit par les auteurs, les autrices qui ont, à l'invitation de Rodney Saint-Éloi, généreusement ouvert un dialogue, non seulement avec lui, mais avec les personnes qui étaient présentes. Et parlant de personnes présentes, j'ai noté au fil des semaines qu'il y a beaucoup de professeurs de français et je tiens à leur faire un clin d'œil. J'ai beaucoup d'amis membres de l'AATF, membres des Alliances françaises, des associations de professeurs de français répartis sur tout le territoire des Amériques et je sais à quel point ils sont engagés et dévoués pour la promotion du français dans toute sa diversité. Alors, je les remercie parce qu'ils sont très importants pour la diffusion de la culture francophone et pour des activités comme celle-ci. Alors, je tiens à te remercier, Alexandra, pour le travail que tu as fait. Tu es celle qui anime notre Bibliothèque des Amériques et tu le fais à merveille. Également, toute l'équipe du Centre de la francophonie des Amériques, parce qu'il y a l'équipe des communications, de la programmation, et vous arrivez toujours à nous épater avec vos réalisations. Alors, merci beaucoup. Et bien sûr, Rodney, quel plaisir de te revoir et quel plaisir de t'avoir comme partenaire privilégié. Mémoire d'Encrier est vraiment une maison d'édition essentielle et
ta présence dans ces entretiens littéraires a été vraiment pour nous une vraie joie. Alors, merci beaucoup et je te cède la parole, Alexandra. Merci beaucoup, Monsieur Robitaille, pour ce parole tellement chaleureuse pour tout le monde. Et en parlant justement de professeur de français, avec nous ce soir est Madame Anne Jansen, la présidente d'un gros réseau de professeurs de français aux États-Unis, donc American Association of Teachers of French. Et Madame Jansen, je vous cède la parole. Vous êtes évidemment le partenaire de la série Noir Amérique. Merci beaucoup, Alexandra. C'est un grand plaisir pour moi, comme présidente de l'American Association of Teachers of French, de vous accueillir à la dernière séance de Noir Amérique aujourd'hui. J'apprécie beaucoup tout le travail d'Alexandra et du Centre de la francophonie des Amériques. Notre association, la ATF, a plus de 8000 membres qui sont des professeurs de français au niveau élémentaire, secondaire et universitaire. Notre mission, c'est de promouvoir l'étude du français en Amérique du Nord. Nous offrons à nos membres des idées et des documents promotionnels pour encourager les élèves de continuer leurs études en français. Nous offrons aussi des idées et des documents pédagogiques qui servent à la promotion du français. Nous organisons des activités au niveau local, aide les professeurs à promouvoir le français. Nous offrons aussi aux professeurs une structure organisationnelle qui leur permet de collaborer et de s'entraider. Chaque année, nous avons une convention annuelle au mois de juillet où nos membres peuvent participer dans des ateliers et des sessions sur des sujets comme la communication interculturelle, la technologie, la littérature francophone et encore d'autres. Malheureusement, nous avons dû annuler notre convention l'année passée au Québec, mais nous espérons avoir notre prochaine convention le 19 au 22 juillet à la Nouvelle-Orléans. L'année passée, à cause de la pandémie, nous avons offert beaucoup de webinaires à nos membres pour les aider à enseigner en ligne et tout le monde a beaucoup apprécié nos efforts. L'année passée aussi, à cause du mouvement Black Lives Matter, j'ai créé un comité pour travailler sur la diversité de nos membres et de nos élèves. Nous avons écrit une déclaration sur la diversité que vous pouvez lire sur notre site web. Nous avons offert un webinaire sur la diversité au mois d'octobre en 2020 et nous allons offrir un autre webinaire le 4 mars sur comment enseigner le sujet de diversité dans la classe de français. Donc, si vous n'êtes pas membre de notre association, je vous encourage de nous joindre. Tous les renseignements nécessaires pour devenir membre sont disponibles sur notre site web. Merci beaucoup, Alexandra. Merci beaucoup, Madame Jansen, pour cette information importante sur votre travail essentiel avec le professeur de français. Donc, maintenant, il ne me reste qu'à présenter notre animateur, Rodney Saint-Éloi. Vous le connaissez déjà. Depuis 4 mardis, il est avec nous et anime avec brio chaque rencontre avec des écrivains contemporains des Amériques. Rodney Saint-Éloi lui-même est écrivain, directeur général des éditions Mémoires d'Encrier. Mémoires d'Encrier, c'est une maison importante qui nous fait découvrir la littérature et des auteurs des origines diverses. Rodney Saint-Éloi, il a à son actif plus de 15 livres, recueils de poésie, essais. Son dernier récit, le plus récent, très touchant, une histoire très touchante, c'est Quand il fait triste, Bertha chante. Le récit consacré à sa mère et son éducation, ses rencontres avec des livres. Aujourd'hui, Rodney Saint-Éloi va nous permettre de découvrir l'œuvre de Madame Émilie Prophète. Émilie Prophète qui est une voix importante dans la littérature haïtienne contemporaine. Nous avons hâte, Rodney, Émilie, de vous entendre. C'est à vous. Merci.
Merci Alexandra, merci à tout le monde du Centre de la francophonie, merci à tous les partenaires et merci à Emily Prophète d'être avec nous. Emily Prophète, c'est une longue histoire d'édition, une longue histoire d'amitié, une longue histoire d'amour, de patience et puis une longue histoire haïtienne aussi. Emily écrit pour sauver sa peau, dit-elle. Emily écrit pour sauver sa peau. Et Emily Prophète, c'est une voix, c'est une romancière, c'est une poète, c'est une femme haïtienne qui vit en Haïti. Et c'est une femme qui écrit des histoires simples, des histoires tirées du quotidien des gens. Donc, Emily a écrit des livres qui, pour nous tous, sont des livres en fait essentiels. Et un premier recueil de poèmes, elle avait en fait 20 ans et quelques poussières. Elle a écrit ces mots et j'ai lu ces mots et depuis, je me suis dit qu'il y a là une voix qui est une voix essentielle. Emily écrit ces mots et permettez-moi de lire ces mots écrits par Emily, devenus poèmes, publiés dans un premier recueil qui s'appelle Des marges à remplir. Emily écrit, je lui expliquais mes amours du mois de mai, doigts sur tache de rousseur. Je lui disais que mes inquiétudes venaient toujours avec les vents de novembre, que mes fenêtres resteraient toujours ouvertes sur des horizons que j'aime parce que je ne les connais pas. Chaque soir, je lance mes rêves par bouffées. Je suis belle dans le mauvais temps. Je suis belle dans le mauvais temps. Emily a écrit par la suite des romans. Le premier roman qui va être traduit et publié en anglais assurément l'année prochaine, Emily, c'est Le Testament des solitudes. Ça va sortir dans une grande maison d'édition aux États-Unis. Donc, c'est Le Testament des solitudes, publié, sorti en 2007. Donc, Emily a publié Un ailleurs à soi. Emily a publié aussi son dernier livre qui a beaucoup de succès, Des villages de Dieu. Donc, avec Emily, c'est toujours des livres très agréables à lire et puis des voix et puis même des chansons. Bonjour Emily. Bonjour Rodney, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir pour cette cinquième sortie de Noire Amérique. Merci à Alexandra au Centre de la francophonie des Amériques, à l'Association des professeurs de français. Impressionnant quand même comme association aux États-Unis. Merci à toutes celles qui nous écoutent. Bonsoir de Port-au-Prince. Emily, donc on parlait justement des mages à remplir, ton premier livre de poésie, et puis on a beaucoup parlé aussi, on parle beaucoup de Le Testament des solitudes, ton premier roman, qui a été réédité une dizaine de fois, et Le Testament, et puis qui est en poche chez Mémoire d'Encrier. Et ce livre-là va être traduit en anglais, et je pense que c'est la plus américaine de tes œuvres. Et on peut considérer Le Testament des solitudes comme une œuvre fondamentale qui regarde l'Amérique. C'est pour moi très féministe, c'est des voix de femmes, puisqu'avec toi, c'est toujours des voix. Et puis, c'est l'Amérique. C'était quoi ce regard d'Amérique que tu as dans ce livre, Le Testament des solitudes? Avec Le Testament des solitudes, ça a été un éveil. D'abord, découvrir que l'Amérique, qu'on m'avait toujours présentée, qu'on m'avait toujours fait comprendre qu'il existait, n'existait pas en réalité. Moi, je suis née dans une famille où il y avait beaucoup de femmes qui, à un certain moment de leur vie, ont dû laisser Haïti pour aller travailler à l'étranger. Et l'étranger, entre l'étranger en grandes lettres, pour nous, a toujours été les États-Unis, parce que les gens qui partaient mentaient. Ils écrivaient pour dire comment tout allait bien, comment ils étaient heureux, comment il y avait du boulot. Et finalement, quand ces femmes, elles sont parties, elles se sont heurtées à la mort,
à la mort carrément, beaucoup trop de travail et surtout comme elles étaient parties de manière illégale, l'impossibilité de revenir à la maison. Et ben, c'est aussi l'histoire de notre pays, l'histoire des 50 dernières années, peut-être des 215 dernières années, le besoin de partir, le besoin de voir ailleurs pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons plus profondes. Parce que Rodney, comme tous ceux qui nous écoutent, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent dans les Amériques et même ailleurs, savent, nous sommes des déportés. Nous sommes arrivés dans les cales des bateaux, dans des conditions exécrables, avec un seul rêve, le rêve de retourner sur la terre d'origine qui est la terre africaine, ou le rêve d'aller ailleurs pour regarder cette île dans laquelle nous sommes enfermés. Donc, le testament des solitudes, pour moi, a été... il fallait que je sorte, que je montre plein de choses avec le testament des solitudes et surtout que je donne une voix à ces femmes qui finalement, malgré les voyages, malgré les efforts, malgré le travail, n'en ont jamais eu. Et puisqu'elles sont parties de manière tragique dans tous les cas, donc il fallait que je leur donne une voix, mais aussi que je prête cette voix à l'ensemble des femmes qui vivent ici, mais aussi des hommes. Parce que c'est une histoire de femmes d'abord pour moi, mais c'est une histoire d'Haïtiens, c'est une histoire de Caraïbéens, c'est une histoire d'hommes, une histoire d'Amérique. Merci, Emily, mais quand je t'ai entendu parler, et puis ça me fait penser justement à ce merveilleux livre, Un ailleurs à soi. Mais on dirait cette Amérique, du point de vue d'Haïti, de la fenêtre d'Haïti, quand on regarde la mer, on regarde Floride, on regarde de l'autre côté de l'Amérique. Est-ce qu'on ne dirait pas, Emily, que ce regard-là, c'est un regard fantasmé? Parce qu'en fait, on est à la fois près, tout près, et loin. Donc, il y a comme une espèce de réel imaginé. Oui, tout à fait. Nous sommes à la fois là-dedans, mais exclus de cette belle Amérique. La belle Amérique qui est constituée par les États-Unis, le Canada, et nous avons autour de nous des murs. C'est comme si l'île avait été emmurée. Vous ne voyagez pas, vous êtes trop pauvre. Quand vous voyagez, c'est pour aller chercher du boulot, aller prendre le travail de ceux et celles qui appartiennent véritablement à cette Amérique. Donc, vous devez rester là où vous êtes. Et c'est parti ça a été dès le départ. Haïti, quand Haïti est devenue indépendante en 1804, les puissances occidentales ont mis Haïti en quarantaine. Et cette quarantaine-là, elle continue. Et nous avons eu des histoires tragiques avec les boat people, avec les gens qui partaient et qui ne voulaient pas rentrer. Et aujourd'hui, des déportations, des avions entiers qui ramènent ceux qui sont partis. Même s'ils sont partis à 2 ans, 3 ans, on décide qu'ils ne peuvent plus rester sur ce territoire parce qu'ils ont fait quelque chose d'illégal. Donc, c'est une Amérique d'envie. On a envie d'y être. On a envie de dire oui, nous aussi, nous faisons partie de cette Amérique, mais en même temps, nous sommes tenus éloignés pour beaucoup de raisons et nous sommes tenus éloignés, mais nous faisons du bruit. Nous faisons du bruit et on nous entend. Haïti, c'est un pays vulnérable aux menaces naturelles multiples. Nous avons des malheurs, mais aussi nous avons des mouvements sociaux qui inquiètent la région. Nous sommes pauvres, nous sommes nombreux. Donc, Haïti, aujourd'hui, c'est un pays que l'Amérique ne peut pas ne pas regarder et malgré elle. Oui, mais Haïti aussi représente toute une Amérique parce que Aimé Césaire disait, justement, dans Cahiers d'un retour au pays natal, Haïti, le pays où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait en son humanité. Donc, je pense qu'il y a toute une histoire d'Haïti qui est très forte dans cette Amérique-là. Aujourd'hui, Emily, c'est quoi Haïti? Tu as parlé de bruit. Tu dis qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit, mais j'aimerais revenir au bruit, mais j'aimerais beaucoup reprendre ce que tu dis pour que ça rentre dans la tête du public. 1804, indépendance d'Haïti, et Haïti, tu dis, est en quarantaine même de cette Amérique, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de distanciation, on parle beaucoup de quarantaine, donc ça fait plus de 200 ans que Haïti est en quarantaine, et tu dis aujourd'hui encore, Haïti est en quarantaine. Comment concilier, je dirais, ce désir, cet espace, je dirais, héroïque, et dont parlait Aimé Césaire, le pays où la négritude se mit debout pour la première fois, la révolution haïtienne,
Donc, et cette espèce de déliquescence à laquelle on assiste aujourd'hui. Tu parles de beaucoup de bruit. Quels sont ces bruits-là aujourd'hui en Haïti, Madame Prophète? Eh bien, il y a beaucoup de bruit et tout le monde parle en même temps. Et il y a tellement de problèmes, mais avec raison, on a de bonnes raisons de se poser la question, est-ce que nous allons pouvoir nous en sortir? Beaucoup de bruit ces jours-ci, il y a des manifestations contre le gouvernement et tout le monde proteste et en même temps, on sent que nous n'avons pas envie de nous parler, nous n'avons pas envie de nous regarder et de nous dire, voilà où se trouve le problème, voilà où se situe le problème, est-ce que nous pouvons le résoudre ensemble? Mais nous parlons, nous faisons du bruit, tout le monde est très, très énervé et nous sommes énervés les uns contre les autres, mais aussi contre ceux qui vivent autour de nous, puisqu'il faut que quelqu'un finalement soit responsable de ce grand malheur, de cette faillite que nous ne comprenons même pas. Donc, c'est ça aujourd'hui. C'est un pays de bruit, c'est un pays très énervé, mais c'est un pays qui rêve aussi, heureusement. C'est un pays qui rêve, c'est un pays qui produit, et on est chaque jour étonné de voir de nouveaux artistes, des plasticiens, des écrivains. Et je pense que c'est dans cette créativité-là que nous arrivons à parler au monde aujourd'hui. C'est grâce à la littérature si aujourd'hui je suis sur ce forum, Rodney, avec toi et avec tous ceux et celles qui nous suivent. Et comme l'a si bien dit Flaubert, en matière de littérature, Yvetot vaut Constantinople. Et là, aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire qu'en matière de littérature, Port-au-Prince vaut Montréal, Port-au-Prince vaut Los Angeles et Port-au-Prince vaut New York. Oui, Emily, tu disais récemment dans un webinaire que ces bruits-là, j'aime beaucoup t'entendre parler de ces bruits, et j'aurais aimé dire au public que tout ce que Emily écrit, en fait, donne une place fondamentale aux voix des femmes. Les femmes sont présentes donc dans le Testament des solitudes, c'est des voix, et c'est souvent des voix de femmes, ce qui est très nouveau, à part Marie Chauvet, à part quelques auteurs haïtiennes femmes qui mettent en avant des femmes avec beaucoup de justesse et beaucoup de respect. Toi, dans ton œuvre est essentiellement une œuvre qui prend une posture, une voix de femme. Donc, ces bruits-là dont on parle aujourd'hui à Port-au-Prince, tu disais clairement, à 99,99%, ce sont des bruits, ce sont les hommes qui font ces bruits-là. Est-ce que vous pensez que les femmes haïtiennes qui parlent dans tes livres, est-ce qu'elles parlent dans l'espace public en Haïti? Parce qu'au Parlement, je donne un élément d'information. Est-ce qu'il y a une femme au Parlement? J'en doute. Je pense que nous avons eu une seule femme au Sénat, par exemple. Il y a eu une femme et chez les députés, peut-être une femme aussi. Mais ces bruits-là, ce sont les hommes qui les font. Les hommes parlent beaucoup, les hommes prennent énormément de place et on se rend compte, comme le dit Abraham de Swan, que le patriarcat est réellement un régime de terreur. Et dans les pays en développement, en Haïti, c'est de cela qu'il s'agit. Et à regarder ce qui se passe dans l'actualité, à regarder notre histoire, notre quotidien, ce sont les hommes qui nous envahissent de bruit, qui nous terrorisent, c'est le mot. Donc, l'idée pour moi, et je ne suis peut-être pas la seule à avoir ce parti pris, c'est de donner la parole aux femmes, de dire voilà comment les femmes pensent et voilà comment les choses seraient éventuellement si on donnait un petit peu plus de place aux femmes. C'est vrai, il y a énormément de bruit, il y a énormément de corps à corps et ce sont toujours des hommes qu'il y a derrière ces bruits, derrière ces corps à corps, derrière cette violence qui est endémique dans la société haïtienne. Merci, Emily. J'aimerais bien lire un bout, en fait, vraiment l'incipit de Les villages de Dieu, où il est question de ces bruits-là. Je n'avais pas peur. J'étais habitué au bruit des armes. J'ai grandi dans cette cité où jamais il n'y avait eu de trêve, où la mort circulait à midi comme à minuit. Grand-mère était morte il y a 9 mois de peur. C'était un soir particulièrement difficile d'un dimanche qui avait calmement commencé jusqu'à ce que la rumeur circule que les gars du gang de Mackinson
avait sifflé sur le passage de la copine d'un des membres influents de celui de Freddy, etc., etc. Donc ça a commencé, je n'avais pas peur, j'étais habitué au bruit des armes. Donc, Emily, ce roman, Les villages de Dieu, donc tu écoutes aussi ces bruits. Comment les traduire en littérature? Qu'est-ce que ces bruits deviennent en littérature? Est-ce que toi, en tant que femme, tu prends place et parole dans cette ville en écrivant les livres que tu écris? Mais il entre dans nos têtes, dans nos corps, dans nos maisons. Et quand il y a du bruit, ça veut dire qu'on a tiré, ça veut dire que quelqu'un s'est énervé, que quelqu'un a parlé fort. Donc, nous n'avons pas le choix. Moi, je n'ai pas le choix. Donc, le bruit, il nous suit partout et on est obligé moi personnellement, et sans doute beaucoup d'écrivains de ma génération aussi, de traduire tout ça, de mettre tout ça en mots pour qu'on sache ce que vivent les habitants des quartiers populaires, ceux qui habitent dans ces villages où il y a beaucoup de gangs, où ce sont les gangs qui font la loi. Parce que ce sont de très jeunes personnes, en général des hommes, je peux dire que systématiquement des hommes qui sont armés. Il y a énormément de kidnapping, il y a beaucoup d'actes de terreur. Le bruit s'impose à vous et pour survivre au bruit, il faut le traduire. Il faut le traduire, ça veut dire faire monter les voix qui se cachent derrière ces bruits. Par exemple, quand on tire, quand il y a des manifestations, quand il y a des affrontements, il y a beaucoup de gens qui se cachent, beaucoup de gens qui se terrent. Mais que se passe-t-il dans la tête, dans le ventre, dans les yeux de ces gens-là? Nous avons besoin de savoir, ne serait-ce que pour nous persuader que c'est encore possible de vivre, que après-demain, il y aura quelque chose d'autre, il y aura une manière de converser et aussi de dire à ces gens, écoutez, je vous ai entendu vivre, je sais que vous êtes vivants, vous vous cachez, mais vous êtes vivants. Donc, le seul moyen pour moi de faire émerger ces personnes, leurs voix, leurs envies, c'est d'écrire. Et cette écriture-là, normalement, j'espère que je réussis, doit couvrir ces bruits-là, les bruits que font ceux qui parlent trop fort, ceux qui tirent, ceux qui enlèvent des citoyens contre rançon pour les libérer contre rançon. Donc, c'est ça, c'est thérapeutique, mais c'est un devoir, parce que quand on est, on a le droit de laisser une empreinte sur cette terre, et si on ne peut pas la laisser soi-même, il faut que quelqu'un vous prenne la main et dise, écoutez, j'ai vécu, j'ai senti ça, j'ai aimé cet homme, j'ai aimé cette femme, j'ai aimé cette ville, j'ai aimé ce quartier et j'aurais voulu vivre. Voilà ce que je ressens. Donc, c'est un message que l'on apporte forcément en faisant parler ces gens-là. On leur donne une forme d'existence qui est couverte par trop d'autres choses, trop de scories, trop de bruit, pour revenir encore une fois avec le mot bruit. Oui, mais il y a aussi cet au-delà du quotidien, c'est-à-dire on a l'impression que ces gens qui pataugent dans le bruit et dans un quotidien tout à fait horrible, tout à fait inacceptable, et ces mêmes personnes disent, comme un titre à toi, Emily, le titre d'un de tes romans, qui est un titre formidable, Le bout du monde est une fenêtre. C'est comme s'il y a toujours des rêves, même dans ce quotidien de malheur, il y a des rêves, un ailleurs à soi, construire un ailleurs. C'est comme si construire ce bout de la fenêtre, le bout du monde est une fenêtre. J'aimerais bien que tu nous parles de cet ailleurs-là. Eh bien, nous avons chacun un ailleurs, nous rêvons d'un ailleurs. Et Haïti, c'est un pays de transit. Nous avons tous envie de partir, nous sommes là pour un petit temps et je vais revenir avec cette anecdote que j'aime raconter. L'Haïtien, il a toujours un pays qui l'attend et aujourd'hui encore, même après 300 ans loin des côtes africaines, quand un Haïtien meurt, on dit que son âme retourne en Guinée. Donc, l'Haïtien, il va partir. Et même quand il décède, il finit par partir. Parce qu'ici, ce n'est pas réellement son pays. Il retourne en Guinée. Et nous naissons ici, mais on nous apprend que la vie est ailleurs. Et la vie, elle est dans les Amériques, elle est en Europe. Et souvent, nous partons et ce sont ces voyages souvent définitifs,
qui nous apprennent à aimer notre pays. Nous sommes loin pour aimer ce pays. Nous avons envie d'opiner, nous avons envie de participer, nous avons envie de voter, nous avons envie de revenir, mais nous ne voulons pas revenir parce que nous croyons que les choses ne vont pas s'améliorer, que nous allons être dans la misère si nous revenons. Donc, nous avons chacun un ailleurs à nous. Et dans un ailleurs à soi, il y a une jeune femme qui rêve de partir, qui rêve d'aller vivre à Amsterdam, parce que c'est un pays d'eau, c'est un pays de liberté. Donc, c'est ça. Donc, et elle promène son envie de partir, elle regarde la ville, elle pense à son histoire, elle pense aux autres, mais aussi elle pense à cette liberté. La liberté, c'est le synonyme d'Haïti. Haïti, c'est 1804. Haïti, c'est la libération. C'est le premier peuple nègre. Mais ce peuple-là, finalement, il n'a jamais été vraiment libre parce que il n'est aujourd'hui toujours pas libre de ses voyages, libre de son avenir, libre de sa façon de vivre. Donc, nous voulons partir, nous désirons partir, nous avons chacun un ailleurs à nous. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit à un moment où beaucoup d'Haïtiens partaient pour Suriname. Pour le Suriname, voilà, donc parce qu'on n'avait pas besoin de visa pour aller au Suriname. Et un matin, le Paramaribo a décidé de couper sa liaison directe avec Haïti. Et cette jeune fille, elle est en train de se battre pour prendre le dernier avion pour atterrir à Paramaribo, au Suriname, ce pays qui est une porte d'entrée vers la Hollande, vers les Pays-Bas, qui est un pays de liberté, d'eau, parce que l'eau dans l'imaginaire haïtien, et là je pense à Gouverneur de la Rosée, l'eau c'est quelque chose, on est sur une île, mais nous avons beaucoup de problèmes d'eau. Donc il y a une quête d'eau dans une ville où il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout, il y a de la liberté. On peut peut-être devenir au final une femme à Amsterdam. Parce qu'à Amsterdam, c'est un pays où on a appris à regarder les gens différemment, à regarder les femmes différemment. Donc, Maritou rêve d'aller vivre à Amsterdam. Son ailleurs à elle, c'est Amsterdam. Oui, Emily, on va revenir à les villages de Dieu et surtout à Célia, un personnage qui m'intéresse beaucoup, que j'adore dans les villages de Dieu. Donc, on revient à une lecture d'enfance que tu as faite. Jeune, tu as lu La couleur pourpre de l'écrivaine américaine Alice Walker et ça a vraiment structuré ton imaginaire, ça t'a fait voir de manière en fait tout à fait réelle ce que c'est le racisme, ce que c'est la vie des Noirs. Est-ce que tu peux nous parler de Alice Walker que toi tu as découvert très jeune et de ce livre mythique qui est aussi un film, La couleur pourpre? Mais il y a des œuvres, Rodney, qui vous façonnent quand vous les rencontrez. Et ça a été mon cas avec La couleur pourpre de Alice Walker, un roman épistolaire. Déjà, le genre, la langue qu'elle utilise, ses lettres à Dieu d'abord et puis à sa sœur. Et Alice Walker m'a fait découvrir voilà, beaucoup de choses. Déjà, après, quand on a déclaré, quand on a mis fin à l'esclavage, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, cet esclavage-là n'était pas finalement, cette abolition n'était pas en faveur de tout le monde parce que les femmes sont restées sous la coupe des hommes, sous les yeux de la société. Et cette jeune femme, Célie, qui est violée par son père, à la fin du livre, on va apprendre que ce n'est pas son père, mais le choc est immense. 2 enfants dont il se débarrasse. Donc, c'est une histoire qui m'a façonné et ce regard aussi, comment les femmes se sont transformées, comment, grâce à Sophia, Célie a pu avoir une autre idée de la manière dont les femmes doivent être traitées, comment elle a évolué et comment elle est passée du statut carrément d'esclave à celui de femme et au final à un statut d'être humain, d'une personne libérée non seulement de son regard sur elle-même, mais qui arrive à rejeter ce regard de monsieur, le père d'abord et puis le mari qu'elle appelle monsieur, mais aussi sur Dieu. Parce qu'à un certain moment, elle écrit, elle dit à Shug, d'abord, le Dieu à qui j'ai fait des prières et à qui j'ai écrit, c'est un homme.
et il est bien comme tous les autres, pas sérieux, négligent et la mémoire courte. Là, ça a été un éveil extraordinaire pour moi, cette évolution-là, et tous les risques aussi qu'a pris par Alice Walker, parce que quand on écrit, écrire, c'est prendre des risques, c'est se mettre en danger. Donc, je trouve que non seulement Alice Walker s'est mise en danger comme écrivain, mais elle a de fil en aiguille, elle nous a apporté quelque chose, voilà, aux jeunes filles noires particulièrement qui ont lu ce livre, son regard sur les missionnaires, sur l'Afrique, sur Dieu, sur les hommes, sur les autres femmes, ça a bouleversé ma vie de femme et Alice Walker est restée pour moi aujourd'hui encore une écrivaine extrêmement importante qui compte beaucoup, qui est centrale dans le travail que je fais. Célia, je suis une fille avec une histoire très ordinaire. Ma mère fut ma grand-mère. De famille, je n'ai eu qu'elle. Donc, Emily, tu nous racontes l'histoire de Cécé. Cécé, c'est une jeune femme haïtienne qui est là, qui nous écoute. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation avec le quotidien? On a l'impression que les gens sont vivants, Emily. Dans tes dialogues et dans tes descriptions, il y a assurément des Cécé qui nous écoutent là. Est-ce que tu peux nous parler de Cécé, Emily? Cécé, c'est une jeune haïtienne. Cécé, c'est moi. Je dis comme Flaubert avait dit de Madame Bovary, que Madame Bovary, c'est moi, mais Cécé, c'est moi. Cécé, c'est une jeune haïtienne qui vit dans un bidonville, mais qui a un regard extraordinaire sur le bidonville, sur elle-même, sur le pouvoir, j'entends par pouvoir le gouvernement, sur la manière dont les choses fonctionnent. Et Cécé surplombe tout ça. Et on découvre que toutes les Cécé, parce qu'il y a énormément de Cécé qui vivent dans notre pays, qui vivent dans notre capitale, qui vivent dans les quartiers populaires, on se rend compte que Cécé n'est pas naïve. Cécé voit, Cécé comprend. Et à partir de là, Cécé va nous prendre la main pour nous faire entrer dans la tête des gens. Déjà, ces hommes qui se battent, ces hommes qui sont comme des Robins des Bois, qui pillent les camions qui passent, qui ont des maîtresses, qui s'entretuent. Donc, Cécé nous les fait découvrir et Cécé refuse d'être une victime. D'ailleurs, Cécé, c'est une influenceuse. Cécé voit, Cécé comprend et elle subit quelquefois, mais elle ne s'apitoie pas sur elle-même. Je veux dire, Cécé, après la mort de sa grand-mère, elle sort avec le voisin qui aurait pu être son grand-père. Et là, on entend Cécé parle, Cécé exprime le mépris qu'elle a pour cet homme contre quelques gourdes, quelques pièces de monnaie, qui va coucher avec elle, qui va la violer, on va dire, tout court comme ça, parce qu'elle est encore mineure, elle est encore très jeune. Mais cette Cécé-là nous dit, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui frétille, il y a de l'âme dans tout ça. Et tout ça a besoin d'être canalisé et on a besoin de se taire. On a besoin de se taire pour écouter parler les Cécé de la capitale, les Cécé des villes de province, les Cécé d'Haïti qui ont non seulement des choses à dire à leurs concitoyens et leurs concitoyennes, mais qui ont aussi des choses à dire au monde. Voilà, c'est Cécé, elle est là et Cécé, elle est vivante. Il y a quelque chose qui rassure quand on a fini de lire Cécé, quand on a compris ce que veut Cécé. Il y a quelque chose qui rassure, qui nous dit, écoutez, c'est vrai que ça va très mal, mais il y a quand même de l'espoir parce qu'il y a des gens qui s'appellent Célia, qui vivent dans les bidonvilles et qui ne vont pas se laisser abattre. Ce sont des gens qui ont compris et ce sont des gens qui savent qu'il y a un effort à faire pour inclure toute cette population qui n'a jamais eu de chance, qui n'a jamais été incluse dans quoi que ce soit, dans la politique, dans l'économique, dans le social depuis 215 ans. Donc, c'est l'espoir, mais aussi c'est très désespérant de voir tout ce délabrement, toute cette faillite, tout cet affaissement. Mais en même temps, on espère parce que Cécé, elle veut rester vivante et elle a des choses à dire, elle a des choses à raconter. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe, il faut écouter Cécé.
Oui, mais c'est bien on va revenir à CC, mais j'aimerais bien peut-être qu'on parle un petit peu de l'oncle, de tonton Fredo, qui est aussi dans le livre, qui traverse le livre. On le voit souvent dans le regard de la grand-mère ou bien dans le regard de CC, qui prend soin de cet oncle-là. Et ce oncle est justement un des déportés des États-Unis. Parce que ça cadre bien avec Nord-Amérique, cette espèce de violence, cette espèce de marginalisation. On a parlé de quarantaine. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce personnage qui est très, très doux, à peine si on le voit? Voilà, oui, c'est Tonton Fredo. Tonton Fredo, il est parti en 1996. Il devait représenter Haïti aux Jeux olympiques d'Atlanta. Et évidemment, Fredo, il s'est fait la malle. Voilà, il a laissé la délégation et il est resté aux États-Unis. Et la mère de Fredo n'a jamais eu de ses nouvelles pendant près d'une quinzaine d'années. Et un matin, Fredo est arrivé, voilà, avec la vieille malle avec laquelle il était parti. Il est revenu, il a rapporté son chagrin, sa misère, ses années d'errance aux États-Unis où il n'a jamais pu s'adapter. Parce que l'ailleurs est idyllique qu'on nous présente, que ceux qui vivent dans les Amériques ou même un petit peu plus loin nous présentent, elle est fausse. Ce n'est pas vrai. Les gens, les immigrés, quand ils arrivent en terre inconnue, ils n'ont pas de papier. Déjà, ça prend de très longues années avant qu'ils ne deviennent légaux. Et des fois, ça n'arrive même pas. Et ce sont des gens qui galèrent. Ce sont des gens qui ne s'adaptent pas. Et ça a été le cas avec Fredo. Fredo a erré pendant des années. On n'a jamais eu de ses nouvelles. Et un matin, Fredo apparaît. Fredo apparaît et tout le voisinage se dit, tiens, c'est un plaisantin. Est-ce qu'on revient comme ça d'un pays riche, d'un pays où tout est facile? Et Fredo est là, Fredo est alcoolique, Fredo est silencieux. Quand on demande à Fredo de raconter sa vie pendant toutes ces années aux États-Unis, il prend sa tête dans les mains, il baisse la tête, il ne peut pas parler. Donc Fredo, c'est là. Fredo c'est ça, c'est tout ce silence qu'il y a derrière la vie des immigrés, derrière la vie de ces hommes, de ces femmes, qui malgré tout sont ceux qui soutiennent ceux qui sont au pays, parce qu'il y en a qui travaillent 18 heures par jour et qui font des transferts d'argent aux familles et même aux voisins qui envoient $30 à la famille et qui dit donnez pour moi $5 à voisine telle, donnez pour moi $2 à voisine telle, parce que ce sont des gens qui savent dans quelles conditions vivent leurs compatriotes. Mais Fredo, c'est l'inadapté. C'est l'inadapté qu'on finit par déporter. Et cette semaine encore dans l'actualité haïtienne, je lisais que l'administration du nouveau président américain avait renvoyé beaucoup d'Haïtiens, 5 avions remplis d'Haïtiens, les avaient renvoyés chez eux. Donc c'est ça, c'est la vie c'est Fredo, mais c'est aussi une situation réelle où il y a beaucoup de déportés et il se trouve que ces déportés-là, souvent, et quand ils arrivent, pour continuer à vivre, pour vivre, ils doivent faire partie des gangs. Donc, prenez besoin de vous dire combien ces déportations sont malheureuses pour ceux qui vivent en Haïti, mais aussi pour ceux qui sont déportés, parce que souvent, ils ne connaissent même pas la langue, ils ne connaissent pas le pays, ils sont là-bas depuis qu'ils ont 10-15 ans, et ils ont 50 ans, ils se retrouvent ici, déportés, mais complètement déboussolés, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas qui ils sont. Donc, c'est Tonton Fredo, mais en même temps, Tonton Fredo est central. Ce monsieur qui ne dit rien, mais c'est la bouée de Cessé quelque part, puisque Cessé n'a que lui et il n'a que Cessé. En guise de conclusion, Émilie, parce que le temps, ça a très vite passé. En guise de conclusion, Émilie, Cessé est une youtubeuse. Elle parle, elle décrit la vie des femmes, surtout dans la cité. Elle dit la violence des corps de femmes et dans la cité. Et qu'est-ce que c'est que cette parole de Cessé qui, à nous, on va lire le livre, mais qu'est-ce qu'on doit dire? Tu disais Cessé, c'est toi. Il y a peut-être plein de CC qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu as à dire
très brièvement, si tu avais un mot à dire à toutes les CC qui habitent les Amériques? Eh bien, c'est de continuer à ne pas accepter, de continuer à regarder, de continuer à être lucide, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement lucide, de continuer à être lucide, de continuer à regarder, de continuer à comprendre, de continuer à dire ces femmes, à dire les autres, de ne pas baisser les bras. Voilà, CC doit vivre. De ne pas baisser les bras. Voilà. Donc, comprendre, vivre. Donc, merci. Et je pense que le temps a passé très, très vite. C'est très, très court. Alexandra, je te passe la parole. Maintenant, le public va te poser des questions, Emily. C'est fini avec moi, mais le public est là. Et j'en profite, Alexandra, pour dire merci à tout ce public. Merci à tous les partenaires. C'est la dernière entrevue de la série. Mais je pense que nous allons nous retrouver. Merci beaucoup. Oui, oui, merci beaucoup. Merci Rodney. Merci Emily pour votre échange. En effet, je suis pas mal émue parce que je vois la réaction de notre public qui disent non, comment ça, la dernière conversation, c'est possible, on veut vous réécouter, vous nous manquez déjà. Donc écoutez, vraiment, ce sont de mots d'amour que notre public vous adresse et vous remercie vraiment pour la série intégrale ainsi que pour cette rencontre d'aujourd'hui. Rodney, merci beaucoup. Emily, vous êtes une conteuse. On vous écoute la bouche ouverte et on suit vos paroles et vous nous parlez d'une manière merveilleuse de votre pays. C'est vraiment unique. Vous parlez de vous, de vos romans, mais vous parlez également de l'histoire de votre pays. Donc, merci pour cette vision personnalisée de l'histoire d'Haïti. Merci de nous approcher de cette manière. Ces moments, ces questions difficiles, sombres par moments dans votre histoire de votre pays. Merci beaucoup. Donc, moi, à ce moment-là, c'est ça, j'ai pris quelques questions qui ont été posées dans la boîte de dialogue. Donc, écoutez, première question, comment, c'est la question qui concerne justement ces bruits, ces voix dont vous avez parlé. Donc, comment cette traduction de voix submergée par les bruits est-elle différente par rapport au sous-silence sous la dictature de Papa ou Baby Doc? En fait, là, sous la dictature, c'est vrai, les gens ne pouvaient pas s'exprimer. Les gens ne pouvaient pas s'exprimer parce que derrière, il y avait des menaces, il y avait la prison, le meurtre. Mais ici, ce n'est pas que les gens ne puissent pas s'exprimer, c'est qu'il y a des gangs qui s'affrontent, il y a de la criminalité. Et les gens peuvent s'exprimer. Par exemple, ils peuvent avoir un téléphone branché à Internet et dire voilà ce qu'on pense, etc. Mais des fois, ils passent une semaine chez eux sans pouvoir sortir. C'est-à-dire, ce sont des gens et ils sont là, la peur au ventre, ils se cachent. Alors, qu'est-ce que ces gens vivent ce temps-là où ils ne peuvent pas sortir, où ils sont obligés de se mettre à l'abri? C'est ce que Cécé dit. Quand elle raconte qu'elle est enfermée avec sa grand-mère vend de la nourriture, c'est ce qu'on appelle chez nous au marchand de manger cuite, donc qui vend de la nourriture déjà faite, voilà, à des pauvres. Et cette nourriture qu'elle avait achetée, préparée pour vendre, cette nourriture-là était en train de se gâter. Il y avait l'odeur pestilentielle de la viande. Donc, c'est ça qu'il faut raconter
Voilà, c'est les arrière-cours, c'est ce qui se passe dans les chambres. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens ne vont pas dire, écoutez, j'ai la peur au ventre. Donc, ils vont faire des commentaires. Voilà, ça tire de partout. Des fois, ils enregistrent le bruit des balles qu'on écoute, qu'ils font écouter. Mais là, dire ce qui se passe, l'angoisse de la grand-mère qui est pauvre, qui a fait un investissement pour acheter de la viande, pour vendre, et elle se retrouve avec cette viande qui est en train de se gâter. Donc voilà ce elle se bat, elle dit qu'elle va faire bouillir, que les gens ne verront même pas le goût, qu'elle donnera de plus grosses portions. Donc c'est ça, cette vie-là, c'est ça qu'on a envie de savoir. Comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils sentent? Donc voilà, ce sont ces voix-là, ce sont ces peurs-là. Voilà, c'est ce que je raconte, c'est ce que je veux que les gens apprennent, connaissent de la vie de ces gens qui se cachent trop souvent. Merci. Merci. Et je vois que vous avez cette capacité de la journaliste avec toutes les antennes possibles ouvertes qui captent vraiment la vie au quotidien en Haïti. C'est sûr, c'est ça qui ressort dans vos romans. Deuxième question de Laura Concepción Carcillo, si je prononce bien. Donc, c'est la question qui concerne le personnage féminin. Quelle est l'importance pour vous de présenter des personnages féminins? C'est une manière de mettre en relief ces femmes marginalisées dans la littérature monde de femmes qui ont tant à dire? En fait, quand on écrit, souvent, il y a des choses qui s'imposent à vous. Et très tôt, ce sont les femmes qui se sont imposées à moi. Ce sont elles... et voilà, j'avais des choses à raconter à propos des femmes. À propos des hommes aussi, certes, mais ce sont les femmes qui se sont imposées à moi et je me suis laissée envahir par ces voix de femmes et j'ai eu l'impression de les entendre, d'entendre leurs murmures, leur désespoir. Et voilà, et je me suis mise à écrire, à les faire parler. Probablement que je parle un peu des hommes aussi, mais dans une certaine mesure, je pense n'avoir même pas sciemment choisi de parler des femmes. Je pense qu'elles se sont surtout imposées à moi. Voilà, j'avais envie de dire, et peut-être aussi, et parce que moi, j'ai échappé à beaucoup de choses, et cela, c'est grâce au livre. J'aurais pu être une de ces femmes, j'aurais pu être comme la grand-mère de Cécé, comme la maman de Cécé. Je suis une rescapée, et ça, dois, je le dois au livre, et c'est en étant très, très consciente de ce qui aurait pu m'arriver, de ce qui a failli m'arriver. Moi, j'étais à un fil de tout ça. Et c'est peut-être pour ça que les voix, pour moi, c'est d'abord des voix de femmes. C'est de là que part la rumeur, c'est de là que part beaucoup de choses. Magnifique. En parlant de femmes, en effet, votre œuvre littéraire en général est peuplée de différents personnages littéraires. Et ici, je voudrais évoquer le roman, voilà, le roman qui m'enchante, qui m'a bouleversée dans une certaine manière, en tout cas qui est resté en moi. Et je voulais poser la question justement à propos des personnages féminins. Vous présentez un personnage qui est homosexuel. Et maintenant, en prenant en considération la culture haïtienne qui est très profondément religieuse, n'est-ce pas? Comment ces romans, Un ailleurs à soi avec un titre magnifique, comment ces romans il était reçu chez vous parmi vos concitoyens? Oui, il a été bien reçu et je ne suis pas la première à aborder cette thématique brûlante. Il y a eu il y a Ketli Mars qui l'a fait, il y a et Jean-Michel Milsé qui l'a fait. Donc, non, le roman a été bien accueilli. C'est vrai
que la religion prend beaucoup de place, les cultes réformés qui nous arrivent des États-Unis, mais chez les jeunes, il y a beaucoup d'ouverture et beaucoup de gens se sont reconnus dans ce livre, pas en tant qu'homosexuels, mais en tant qu'haïtiens, mais totalement dépassés par la réalité, par ce qu'ils vivent, et aussi et qui butent aussi sur le manque de perspective et qui se sont reconnus en Maritou, cette jeune femme qui veut partir, qui veut laisser le pays, qui est incomprise, mais aussi en Lucie, cette jeune femme extrêmement libre. Mais de manière générale, ce livre a été très bien reçu. D'ailleurs, il est sorti dans le cadre de Livres en folie. C'est le plus grand festival de littérature d'Haïti et j'étais l'invité d'honneur de 2018. Le livre, il est paru à cette occasion. Il a été très bien reçu par les lecteurs et il s'est très, très bien vendu. Je n'ai pas eu de retour de gens me reprochant d'avoir campé un personnage homosexuel. Ouais, c'est génial, c'est magnifique, une belle ouverture de lecteurs en général. Juste un petit commentaire encore. Dans ces romans, vous décrivez le resto, un petit resto, n'est-ce pas, où tout le monde se rencontre, où tout le monde passe, beaucoup de voyageurs. En lisant En ailleurs à soi, vous savez quoi, Émilie, je pensais au Père Goriot de Balzac. Peut-être vous trouvez ma comparaison assez audacieuse, mais selon moi, le petit resto que vous représentez, c'est un peu le microcosme de la société haïtienne. Est-ce que je me trompe? Oui, quelque part, on va dire d'une certaine société haïtienne, d'intellectuels, de vadrouilleurs, de gens qui sortent, mais aussi ça m'a permis de montrer quelque part la perception de l'étranger, l'étranger quand il va dans un pays en développement, dans un pays pauvre, il est bien accueilli, c'est un étonnant voyageur. Et nous, quand nous partons dans les pays du Nord, nous sommes considérés comme des immigrés. Donc, le regard change d'un pays à un autre, dépendamment de votre couleur, de votre pays d'origine. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un microcosme, voilà, de politique, de gens qui viennent prendre des pots, qui viennent refaire le monde. Oui. Ouais. Merci pour cette explication. Écoutez, je pense que ça va être notre dernière question pour cette conversation littéraire. Cette fois-ci, elle concerne Haïti, le pays bilingue. En 1980, Haïti devient un pays bilingue. Est-ce que vous pourriez parler de ce jeu subtil de langue qui s'opère votre démarche de création? Vous écrivez en français? C'est inversement. Comment vous créez par rapport aux langues? Moi, j'habite les deux langues. J'habite le créole comme j'habite le français. Et nous parlons tous créole ici, c'est un fait. Nous parlons tous créole, mais nous lisons généralement en français. Et nous écrivons beaucoup en français aussi. Il y a de plus en plus d'écrivains, de jeunes qui écrivent en créole, mais en général, c'est le français. Et pour cause, dans nos bibliothèques, en général, ce sont des livres en français qui s'y trouvent. Et l'haïtien, même quand il vous dit que le créole, c'est la langue de tout le monde, on doit développer le créole, on doit faire des traductions en créole, on doit écrire en créole, mais dans la population, les gens, ils veulent que leurs enfants apprennent le français. Voilà, c'est vrai que nous sommes créolophones, mais nous avons besoin du français. Nous avons besoin du français pour nous ouvrir sur l'international. Nous voulons aller dans les salons du livre, nous voulons participer à de grands débats. Donc, c'est vrai que nous parlons tous créole, mais le français, comme beaucoup le disent, le français, c'est notre butin de guerre ici. C'est notre langue. Là, on aurait pu l'appeler l'haïtien aussi, et pas le français. Mais donc, cette langue-là, dans laquelle j'écris, dans laquelle beaucoup de mes compatriotes écrivent, c'est notre langue, c'est de l'haïtien, c'est du français,
mais c'est d'abord de l'haïtien parce que il est particulier, nous y ajoutons des mots, la langue elle est originale et nous sommes très contents de faire partie de cette vaste famille francophone où nous avons des écrivains qui sont publiés au Canada, en France et qui ont du succès. Donc, c'est-à-dire que oui, cette langue-là, elle est à nous autant qu'elle est à quelqu'un qui habite Bruxelles, qui habite Montréal, qui habite le Luxembourg. Absolument. Je vous ai posé cette question parce que Alain Mabonkou, notre écrivain invité de la rencontre précédente, m'a confié que lui, il parle français, mais il pense en congolais. Donc, l'imaginaire dans ses romans, dans ses essais, se rapporte vraiment à sa culture, à son vécu qu'il a, à son passé qu'il a connu au Congo. Donc, j'imagine qu'il y a justement ce lien de rencontre. Tout à fait. On puise dans notre quotidien pour que l'on transforme. Nous transformons ce que nous puisons dans notre quotidien et nous le rendons en français. Mais c'est même fondamental d'avoir cet imaginaire créole, cet imaginaire congolais, cet imaginaire guadeloupéen qui entre dans le français, mais pour l'enrichir. Absolument. Mais merci justement pour vous apporter avec vos romans. C'est tout simplement génial. Je passe je dis à tout notre public que ça vaut la peine vraiment de lire et peut-être même de se pencher du point de vue pédagogique sur les romans d'Émilie Prophète. Il y a un trésor à découvrir, à se régaler. Mais là, il faut que j'arrête parce que je vois qu'on dépasse le temps. C'est ça. On vous remercie encore une fois tous les publics qui redemandent encore bravo, merci pour cette rencontre. Merci, Madame Prophète, de votre générosité, d'avoir partagé votre vision de la littérature. C'est ça, donc je remercie, je tiens à dire le dernier mot, que c'est notre dernière conversation littéraire de la série Noire Amérique. Fin de rencontre, j'espère que vous avez pu découvrir beaucoup d'imaginaires littéraires, beaucoup d'auteurs contemporains des Amériques, que vous avez voyagé d'une manière virtuelle avec Lilian Thuram, avec Patrick Chamoiseau, avec Chloé Savoie-Bernard, avec Alain Mabonkou et également avec Émilie Prophète, que vous avez voyagé, que vous avez découvert le pensée, le message lumineux qu'ils ont partagé avec vous sur les Amériques et sur le vivre ensemble. Je tiens à vous dire que toutes les conversations littéraires sont enregistrées, sont déjà en diffusion sur le site de la Bibliothèque des Amériques et également tous les livres de nos auteurs invités sont à votre disposition toujours dans la collection littéraire de la Bibliothèque des Amériques. Et je finis avec le message dernier. Je vous invite à devenir membre du Centre de la francophonie des Amériques. L'adhésion est gratuite. Vous pouvez profiter de magnifiques catalogues de livres numériques. Et le dernier mot à tous les partenaires, encore une fois, merci encore d'être avec nous dans ces rencontres littéraires. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand, mais je vous dis quand même à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.